Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir entre les murs de Kedge Business School pour une nouvelle conférence organisée par l'association Forum Events. Fidèle à sa tradition de pluralisme des idées et d'ancrage sur le territoire bordelais, notre association est fière de couvrir les élections municipales. Elle accueille aujourd'hui un deuxième candidat pour l'élection municipale, en la personne de M. Pierre Urmic. M. Urmic est un avocat de profession. Il fait ses études sur les bancs de Sciences Po et s'implique en outre dans la vie associative et syndicale, avec l'ONG Action contre la faim ou encore avec la présidence départementale du syndicat des avocats de France. Il rentre finalement en politique au début des années 90, inspiré par son père spirituel, Jacques Ellul, et défend une ligne écologique. Il devient entre 1992 et 2004 conseiller régional d'Aquitaine et il est conseiller municipal et métropolitain depuis 1995 de la ville de Bordeaux, ville où il est élu par Alain Juppé à plusieurs reprises au poste de maire. Maintenant que celui-ci est retiré de la vie politique, une nouvelle page se tourne pour Bordeaux. Pierre Urmic souhaite une nouvelle fois porter son engagement pour l'écologie aux élections municipales du 15 et 22 mars prochains. Il n'hésite pas à rallier ses adversaires qui font à présent des propositions sur la question environnementale, en affirmant, je cite, « C'est comme cet élève, il y a les vrais verts et les autres. » Les sondages le placent actuellement deuxième. De quoi peut-être lui permettre d'investir le palais Rohan de Bordeaux en tant que maire? La semaine dernière, nous recevions Nicolas Florian autour du thème « Quelle vision pour Bordeaux ?» Aujourd'hui, c'est au tour du candidat Europe Écologie Les Verts de s'exprimer sur ce sujet. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit notre invité, M. Pierre Urmic. Eh bien, merci Victor pour cette introduction. Nous allons désormais passer à la première partie de cette conférence qui est le rôle du maire en France. Monsieur Urmic, j'aurais une question toute simple à vous poser. Selon vous, quel est le rôle du maire idéal? Le rôle du maire, vous m'entendez? Voilà, là, vous m'entendez mieux. Le rôle du maire déjà a changé dans notre pays ces dernières années. On est passé d'un maire intermittent, c'est-à-dire un maire qui avait en même temps des responsabilités nationales et des responsabilités locales, à la notion d'un maire à plein temps, qui désormais, pour des raisons de non-cumul des mandats, est obligé d'être à plein temps sur sa commune et n'a plus de mandat parlementaire. Ça a considérablement changé la fonction de maire, puisqu'autrefois, les maires des grandes villes étaient essentiellement des parlementaires, voire d'anciens ministres, et des personnalités qui avaient un rôle fort au niveau de la politique nationale. Désormais, le non-cumul des mandats, mais aussi les lois sur la décentralisation, ont fait que le travail de maire est vraiment un travail à plein temps et est devenu, plus que jamais, un travail de terrain. Et un travail de terrain, ça veut dire un maire proche de ses administrés, 7 jours sur 7, et qui, désormais, ne doit pas être un maire hors sol, c'est-à-dire un maire préoccupé de son biotope, préoccupé de l'écosystème humain. Et je trouve que ce nouveau maire doit essentiellement être un maire pragmatique. Un maire pragmatique, c'est un maire conscient des enjeux planétaires, naturellement, et je pense que les écologistes le sont plus que d'autres, mais également un maire conscient des enjeux locaux, étant donné que les deux, à mon sens, sont parfaitement indissociables. Donc c'est vrai, disons cela d'un maire pragmatique, conscient des enjeux planétaires, je dessine en même temps le portrait d'un maire écologiste. Effectivement, les écologistes me paraissent aujourd'hui, dans la galaxie politique, excusez-moi de ce plaidoyer pro domo, mais je suis un peu là pour ça aussi. Aujourd'hui, les écologistes me semblent être les personnalités politiques qui ont le plus conscience de la fin d'un monde,
c'est-à-dire le modèle urbain traditionnel, dont on parlera peut-être dans le cadre de nos échanges, ce modèle-là, il est périmé. On ne peut plus le modifier à la marge. On ne peut plus le faire. Ceux qui promettent aujourd'hui quelques kilomètres de pistes cyclables de plus, davantage de bio dans les cantines, planter quelques arbres ici ou là pour végétaliser la ville, et qui n'ont pas pris conscience en même temps que leur modèle urbain d'aménagement était totalement périmé, à mon avis, vont dans le mur. Aujourd'hui, les villes, et Bordeaux en particulier, sont à la croisée des chemins. Donc il s'agit de choisir. Ou bien on conserve l'ancien monde, qu'on rafistole, plutôt bien que mal. On accepte aussi, j'ai l'expression que je vais emprunter à un climatologue anglais qui s'appelle Kevin Anderson, que je trouve assez significative. C'est-à-dire qu'on a le choix, ou bien aller moins vite sur la mauvaise route, ou bien prendre la bonne route. Je pense que l'heure actuelle est à prendre la bonne route, c'est-à-dire accepter de dire que le modèle urbain traditionnel est totalement périmé et qu'aujourd'hui il faut inventer avec nos concitoyens un nouveau modèle de gouvernance, d'aménagement et une nouvelle façon d'appréhender les enjeux urbains. Je ne suis pas persuadé que tous les candidats aux élections municipales aient conscience de ce changement de monde. C'est pour ça que l'on dit souvent le monde change, changeons Bordeaux. Merci beaucoup, Pierre Urmic, pour cette réponse. Maintenant, nous allons passer aux transformations du territoire bordelais. Comment pensez-vous optimiser la mobilité au sein de la ville, ainsi que son attractivité, sans créer une inflation des prix des logements et sans creuser les inégalités parmi les habitants de la métropole bordelaise? D'abord, on m'interroge sur la mobilité, c'est ça? L'attractivité. Voilà. Alors, mobilité, attractivité, je peux traiter l'un peu. D'abord, les mobilités, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Actuellement, la ville de Bordeaux est de plus en plus ankylosée, asphyxiée. Vous n'êtes pas très loin de la rocade ici, et vous vous rendez bien compte que tous les matins, la rocade est totalement encombrée. L'accès à la ville est devenu très difficile. Moi, je trouve anormal qu'il faille supporter des bouchons de l'ordre de 1 heure tous les matins sur la rocade. Pour moi, c'est l'image d'une ville qui est totalement asphyxiée. L'autre réseau de transport collectif, j'ai vu que vous avez le tramway qui ne vient pas jusqu'ici, mais ceux qui prennent on peut prendre le tramway, moi jusqu'à la station de Doyenbos, mais vous savez, le tramway, aux heures où vous le prenez, c'est-à-dire le matin tôt, il est totalement saturé. On a un réseau de tramway, peut-être victime de son succès, qui est totalement saturé. Donc on considère, comme beaucoup de Bordelais, que l'urgence des mobilités est vraiment une urgence dans les aménagements qui viennent. Et quand je dis que le futur maire de Bordeaux doit être un pragmatique et donc écologiste, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions rapides et non pas faire croire à des solutions à long terme, alors que les solutions ne doivent même pas être à moyen terme, il faut les prendre dessus. C'est ainsi, je vous dis que je pense être pragmatique dans la façon d'appréhender la gestion future de cette ville. J'ai commencé par vous parler de l'engorgement et de l'asphyxie de la rocade. Je vais vous donner une solution très précise et très pragmatique qui pourrait permettre de mettre un terme rapide à cet état de congestion. Sachez qu'actuellement, sur 5 véhicules qui circulent sur la rocade, il y a 6 passagers transportés. C'est-à-dire que nous ne combattons pas, contrairement à les gens les Verts, les écolos, sont contre la voiture. Non, on n'est pas contre la voiture du tout. On est, par exemple, contre ce qu'on appelle l'autosolisme. Là, on ne peut plus concevoir la voiture comme on la concevait il y a encore quelques années, notamment comme on continue à la concevoir dans les circulations urbaines. Donc 5 voitures, 6 passagers, vous dites qu'il y a quand même un gaspillage d'énergie considérable. L'agence d'urbanisme de Bordeaux a calculé que sur ces 5 voitures qui circulent sur la rocade, si vous mettiez un passager de plus, simplement toutes les 5 voitures, vous arriviez à fluidifier, désengorger la rocade de 16%. 16% de trafic en mettant tous les 5 véhicules un passager de plus. Alors, cela n'est pas très compliqué, cela peut se faire. Il y a 2 solutions. La première, qui dépend de nous, le pouvoir politique, qui est la suivante, c'est de décider que l'une des voies de la rocade sera dédiée au covoiturage. On a réussi à la métropole, il y a de cela 8 ans, à faire voter par l'ensemble du conseil métropolitain, à la quasi-unanimité,
une motion dans laquelle on demandait à l'État, puisque la rocade est de la gestion de l'État, de faire à titre expérimental cette troisième voie de la rocade réservée au transport collectif et au covoiturage. Et pendant ces 8 ans, ça n'a pas bougé. Nous, on prend l'engagement vraiment de taper du poing sur la table et de dire on ne peut pas supporter davantage cet engorgement. Il faut arrêter de faire des nouveaux tuyaux, 4e voie, 5e voie, etc., qui seront saturés aussi rapidement que les premiers. Ça nous paraît être une solution qui n'est pas compliquée, qui n'est pas onéreuse et que l'on porte dans notre programme. Ça suppose une deuxième initiative qui ne dépend pas des pouvoirs publics, mais qui dépend des entreprises. Il faut inciter les entreprises à faire ce qu'on appelle des plans de déplacement d'entreprise, c'est-à-dire de s'organiser pour structurer le covoiturage entre les salariés. Sans vous bombarder de chiffres, mais actuellement, aux heures de congestion de la rocade, c'est-à-dire essentiellement aux heures d'embauche le matin, 83% des véhicules, ce sont des véhicules qui font des trajets domicile-travail. Donc je vous ai dit, la plupart sont en autosolisme. Une entreprise peut parfaitement inciter par le biais de primes, par le biais de stationnements réservés à ceux qui feront du covoiturage, pour que cette vision de la rocade que je décrivais il y a un instant devienne réalité. Mettez-vous à la place, vous êtes par exemple, vous sur la rocade, vous continuez à faire de l'autosolisme, vous êtes doublé tous les matins par un collègue de travail, au motif qu'il est sur la voie réservée, qu'il sont d'autres dans sa voiture, vous dites, mais demain, ou je pars avec lui, parce qu'il habite à quelques kilomètres de chez moi, mais on peut s'arranger, on peut faire quelques kilomètres pour aller le rejoindre, donc ou je pars avec lui demain, ou moi-même je fais du covoiturage et je suis prioritaire sur la rocade. Donc si vous voulez, il y a des solutions assez pragmatiques qui peuvent permettre de mettre un terme à cette situation de congestion. Également, à ceux qui nous disent, mais vous êtes anti-voiture, je vous ai prouvé que nous n'étions pas du tout anti-voiture, mais nous sommes favorables à ce que j'appelle un rééquilibrage des modes de déplacement en ville. Aujourd'hui, la voiture, dans les aménagements urbains, il faut que vous le sachiez, représente 70% de l'espace urbain. C'est-à-dire quand vous aménagez une artère, une voie, vous consacrez 70%. Et le reste de la voie, c'est les trottoirs, c'est les piétons, c'est éventuellement les transports collectifs, s'il y en a, mais donc 70% c'est la voiture. Or, la voiture représente 29% des modes de déplacement. C'est-à-dire pour 29% des déplacements, on consacre 70% de l'espace. Nous on dit qu'il faut rééquilibrer et encourager les modalités de déplacement alternatives à la voiture. Et moi je rencontre beaucoup pendant cette campagne, beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, vous voulez limiter la place de la voiture en ville, mais moi je me sers de ma voiture tous les jours, me disent-ils, mais je ne demande pas mieux que de ne pas m'en servir, à condition que vous me proposiez des solutions réellement alternatives. » Et parmi ces solutions réellement alternatives, il y en a une qui s'impose à mon sens, c'est la pratique du vélo. Bordeaux, on dit qu'on circule beaucoup à vélo. Bordeaux était jusqu'il y a quelque temps la 3e ville cyclable de France. Elle vient de dégringoler à la 5e place, derrière Strasbourg, Rennes, Nantes et même devant Paris. Donc on n'est pas une ville si cyclable que ça. Et surtout, nous n'avons pas à Bordeaux ce que nous préconisons dans notre programme, ce sont des pistes cyclables sécurisées et continues. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne prennent pas le vélo, parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être un petit bout de piste cyclable de kilomètres. Après, le carrefour suivant, ils vont retomber dans la circulation ordinaire. Donc, ils réclament des itinéraires sécurisés. Nous proposons de multiplier par 5 le budget consacré à la place du vélo en ville et de faire des pistes cyclables sécurisées. Par exemple, je trouve anormal qu'entre la ville-centre, entre Bordeaux et le campus, voire même entre Bordeaux et Liège, vous n'ayez pas une piste cyclable, une vraie piste cyclable. Enfin, c'est quand même... Je pense que beaucoup d'étudiants ne demanderaient pas mieux que circuler davantage à vélo s'ils pouvaient circuler, enfin vous me contredirez peut-être, hein, s'ils pouvaient circuler tout au long du parcours sur une vraie piste cyclable continue et sécurisée. Donc les pistes cyclables, ça ne coûte pas très cher. Piste cyclable, ça coûte, je crois que le kilomètre de piste cyclable, c'est 80 000 €, ce n'est pas excessif. Pour vous donner un ordre de grandeur, un kilomètre de tramway, un seul kilomètre de tramway, c'est 20 millions d'euros. Donc le ratio est quand même assez en faveur de la pratique de la bicyclette. Également la place des piétons. Bordeaux est une ville dans laquelle la plupart, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous marchez un peu sur les trottoirs en ville, la plupart des trottoirs sont défoncés. Quand on est jeune, c'est moi j'ai vu des personnes âgées, je vous promets, c'est que j'en promets, s'en plaignent, ils disent mais nous, on est terrorisés sur tous ces trottoirs, on peut se casser la figure facilement.
nous, on veut lancer un plan piéton, et le plan piéton, ça passe notamment par des trottoirs sécurisés, entretenus, au même titre que la chaussée. Enfin, on entretient la chaussée. Pourquoi on n'entretient pas les trottoirs? La marche à pied, c'est un vrai mode de locomotion en ville, surtout dans des villes qui ne sont pas très grandes comme Bordeaux, parce qu'on va dire, vous n'allez pas mettre tout le monde à vélo, certes, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent marcher à condition de leur offrir des conditions de locomotion un peu plus agréables et confortables que celles qui sont offertes aujourd'hui. C'est pour ça que nous, au-delà de vrais trottoirs, on demande des bancs en ville. Bordeaux, il n'y a pas beaucoup de bancs. Des arbres, vous marchez plus facilement, notamment l'été, s'il y a des arbres, des fontaines. Il y a peu de fontaines à Bordeaux. Donc, si vous voulez, il y a des efforts à faire pour favoriser les déplacements piétons en ville. Donc, voilà un peu les deux idées. J'en ai des tas d'autres sur les déplacements, et je vous promets que ce n'est pas de l'écologie punitive, parce que nos adversaires prennent un malin plaisir à dire oui, mais nous on est aussi écolo qu'eux, mais la différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont pour l'écologie punitive. Je déteste ce mot de punitive. Moi, je pense qu'on réussira notre mandat de transition écologique de Bordeaux si les électeurs bordelais en décident ainsi, mais à une seule condition, c'est qu'on le fasse avec eux. Si on ne le fait pas avec eux, on va se planter. Au bout de 6 mois, on va devenir effectivement l'écologie punitive et détestable. Donc, limiter la place de la voiture en ville, je pense que ça va dans le sens de l'histoire. On est obligé de le faire pour des raisons climatiques d'abord, puis pour des raisons d'engorgement qu'on connaît aujourd'hui. Mais on ne pourra le faire que si on est en mesure de proposer de vraies solutions alternatives et pas le faire à la hussarde en disant on interdit la voiture point de barre. Non, on n'interdit pas la voiture point de barre, on rééquilibre les modalités de transport et on propose des solutions alternatives. Voilà notre vision que je qualifiais tout à l'heure de pragmatique de l'écologie sur 2 sujets que j'ai voulu le plus concret possible. Bien, merci pour cette réponse bien exhaustive. On va passer à la dernière partie de la conférence, qui est d'aborder votre vision sur l'avenir de Bordeaux et les défis écologiques. Dans votre programme, vous mettez l'accent sur la nécessité de végétaliser Bordeaux en implantant des îlots de fraîcheur, des arbres, des espaces de jardinage, en réfléchissant à très long terme. Pensez-vous que le modèle de la ville tel qu'on la connaît aujourd'hui, centré sur elle-même avec peu de jardins publics, est encore viable? Merci pour cette question, elle est très pertinente. Je pense que là aussi, cette vision de la ville que vous décrivez, c'est une vision qui est totalement périmée. On s'est rendu compte l'été dernier, par exemple, aux alentours du 20 juillet, quand on a connu des journées caniculaires à Bordeaux comme ailleurs, que pour la première fois à Bordeaux, on a eu des températures de 41,2 degrés, notamment sur la place Mégalon. C'était jamais vu à Bordeaux. C'est-à-dire qu'on a payé le tribut d'une ville essentiellement minérale. Tous les derniers aménagements urbains qui ont été faits ici sont, à mon sens, totalement décalés. En ce sens, par rapport aux préoccupations les plus contemporaines, ça a toujours été des aménagements très minéraux. Nous, récemment, on s'est battu contre l'aménagement, la place Tournai, là, qui vient d'être aménagée. La place Péverland, elle a 20 ans, mais la place Tournai qui vient d'être aménagée, il n'y a pas un arbre sur la place Tournai. La place Tournai et ses proches abords qui ont été aménagés en même temps, on n'a pas planté un arbre. Et quand on dit au maire, on dit mais pourquoi vous ne mettez pas des arbres sur cette place Tournai? Il dit mais c'est compliqué à cause des racines, il y a des réseaux souterrains, etc. Enfin, moi j'ai dit mais il y a des tas de villes où ils plantent des arbres, quoi. Rien n'est insurmontable. C'est pas les racines des arbres qui empêchent les réseaux souterrains de prospérer. Donc une vision très minérale de la ville, y compris dans ses aménagements les plus récents. Et Bordeaux, il faut que vous le sachiez, c'est une des villes qui a le plus faible ratio d'espace vert par habitant. Là, je vais être précis parce que c'est une étude tout à fait officielle. Sur les 20 plus grandes villes françaises, il a été calculé qu'il y avait 48 mètres carrés en moyenne sur les 20 plus grandes villes françaises, 48 mètres carrés d'espace vert par habitant. Vous savez combien d'espace vert par habitant on est à Bordeaux? On est à 28 mètres carrés par habitant. Des villes comme Strasbourg, c'est 116 mètres carrés par habitant. Donc Bordeaux, on a très peu d'espace vert par habitant. Et en plus, on a de très grands espaces qui font monter la moyenne. On a le parc bordelais, on a le jardin public, bon, moyen espace, vous avez le bois de Bordeaux, tout ça, vous avez même le cimetière qui rentre dans les mètres carrés ou les hectares d'espace vert bordelais. Donc vous avez de très grands espaces, mais vous avez très peu d'espace vert de quartier, vous avez très peu de squares. Quand vous allez à Paris, vous avez des squares à proximité des écoles. Bordeaux, très peu d'espace vert de proximité, et ce ratio qui est extrêmement faible. C'est bien, c'est pas seulement pour le goût de la verdure, mais c'est que les arbres et les espaces verts sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le réchauffement climatique. D'abord pour nous adapter.
quand il fait chaud, quand il fait très chaud, tendance à penser qu'il vaut mieux avoir des arbres dans votre rue, il vaut mieux avoir un arbre devant chez vous plutôt que votre voiture garée devant chez vous. Vous pouvez la garer un peu plus loin si on vous donne un espace de stationnement, mais que devant chez vous, c'est quand même appréciable d'avoir un arbre. Moi, j'ai souvent dit aux maires, les arbres, c'est nos meilleurs alliés pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est même mieux qu'un climatiseur, avoir un arbre devant chez soi. Donc, il faut végétaliser la ville, d'une part pour mieux supporter le réchauffement climatique, et d'autre part pour anticiper aussi. Les arbres ne sont pas des objets d'ornement urbain, les arbres captent du CO2. Si on veut limiter le réchauffement climatique et nos émissions de gaz à effet de serre urbaines, on a intérêt aussi à multiplier la place de l'arbre en ville. Donc végétaliser une ville, ce n'est pas un mot esthétique, ce n'est pas un parti pris architectural de verdissement, c'est vraiment cultiver le meilleur allié, le meilleur atout pour s'adapter, pour anticiper sur le réchauffement climatique. Donc c'est effectivement un point très important de notre programme. Et on a aussi, si je peux développer en 2 mots, toujours sur cette partie du rôle de la nature dans la façon d'appréhender l'aménagement urbain, on a pris une mesure très radicale qui fait l'objet de beaucoup de discussions. Après-demain, je dois recevoir par exemple le syndicat des promoteurs immobiliers d'Aquitaine, parce qu'il y a une mesure que l'on a mise dans notre programme qui les heurte un peu, mais on tiendra bon quand même, c'est qu'on va décréter qu'on ne pourra plus construire sur l'artificialisation de la ville, c'est-à-dire on va décréter le zéro artificialisation en disant qu'on ne pourra plus construire des ensembles immobiliers sur des espaces de nature. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut plus construire, donc nous on a appelé ça le zéro artificialisation des sols, ce qui ne veut pas dire, et c'est ce dont on discutera avec les acteurs de la promotion immobilière, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus construire dans Bordeaux, on a besoin de construire dans Bordeaux, mais on pourra faire ce que des urbanistes très modernes appellent, on peut construire la ville sur la ville. Construire la ville sur la ville, ça veut dire non pas la construire au détriment de ces derniers espaces naturels urbains, mais on pourra construire uniquement sur des espaces qui sont déjà artificialisés, qui sont déjà bétonnés, qui sont déjà bitumés. Et dans une ville comme Bordeaux, vous avez beaucoup de friches industrielles, beaucoup d'espaces qui ont déjà été artificialisés. Donc on dira aux constructeurs, eh bien, construisez sur ce qui est déjà bitumé, sur ce qui est déjà artificialisé, mais ne touchez plus à nos dernières réserves de nature. Ce sont nos richesses et il faut les sanctuariser. Donc c'est un point de vue un peu radical, mais on l'a vérifié auprès d'urbanisme, c'est pas du tout quelque chose de farfelu. Et ça veut dire aussi, la contrepartie, c'est que nous ne sommes pas hostiles à la densification. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas construire sur les espaces de nature, vous devez obtenir la possibilité de construire ailleurs. Donc vous pouvez construire, je l'ai dit, sur des espaces déjà artificialisés, il y en a en ville, mais vous pouvez aussi accepter de monter en hauteur. Il ne faut pas avoir la hantise des... Bordeaux est une ville basse. On considère dans certains quartiers de Bordeaux, on peut construire 7-8 étages sans dénaturer la ville. Vous avez des quartiers, par exemple, quand vous promenez du côté de Ramsey, etc., voilà, vous pouvez très bien imaginer autour de Ramsey des immeubles en hauteur. Je cite ce quartier-là, mais il y en a des tas d'autres. Vous pouvez aussi très bien accepter, contrairement à l'idéologie dominante, de monter d'un ou 2 étages une échoppe. L'échoppe, bon, traditionnellement, c'est un bâtiment très typique de Bordeaux. Mais pourquoi refuser à des gens qui veulent augmenter la densité urbaine et plutôt que déménager parce que l'échoppe est devenue trop petite, pourquoi ne pas donner l'autorisation de monter de l'étage une échoppe? Si c'est bien fait, ça ne dénature pas le paysage urbain. Donc si vous voulez, la contrepartie du zéro artificialisation consiste à dire on va accepter de densifier certains quartiers de la ville. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Aux dernières élections municipales, un peu plus de la moitié des 18-34 ans ne s'est pas déplacé aux urnes. Est-ce que, sachant que c'est quand même une génération qui est importante pour le futur de notre monde, est-ce que pensez-vous que le taux d'abstention des jeunes va être pareil? Il y a eu un changement par exemple, dans votre campagne, est-ce que vous avez pu remarquer des adaptations par rapport aux jeunes Alors, si on se base sur les derniers résultats électoraux, nous, écologistes, avons fait un très bon score aux élections européennes, précisément en raison de la mobilisation des jeunes. Il y a eu un vote jeune important à l'occasion de ces élections européennes, si bien qu'on est monté, quand on regarde les scores
de la liste Europe Écologie Les Verts, il y a un électorat jeune important qui s'est mobilisé, mais c'est vrai que c'est un électorat assez volatile, et que nous, on a le souci, pendant cette campagne électorale, de les mobiliser le plus possible, en disant, écoutez, si ce n'est pas vous qui votez, ce sont ceux qui sont plus âgés qui vont voter à votre place. Or, le monde qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est le monde dans lequel vous allez habiter demain. Donc, si vous êtes préoccupé d'écologie, par exemple, il faut voter pour des élections municipales. 60 à 70% de nos émissions de gaz à effet de serre sont émises par des politiques, à la suite de politiques émises de politiques édifiées par des maires. Donc ça veut dire que même le GIEC considère que l'échelon communal est un échelon particulièrement adéquat pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça veut dire que c'est à cet échelon-là qu'il faut placer le plus possible d'élus écologistes. Donc on espère faire prendre conscience à l'électorat le plus jeune que cette élection les concerne, que c'est le monde d'aujourd'hui et de demain qui se construit et qu'il faut qu'eux aussi se mobilisent pour essayer de construire avec nous cette ville nouvelle. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions du public. Si quelqu'un a des questions. Donc, le temps des questions est venu. Si vous avez des questions, vous levez la main, je vous passerai le micro. Oui, bonjour monsieur, je crois que donc, dans votre plateforme, vous parlez d'encadrement des loyers. Enfin, est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît, de votre stratégie foncière pour la ville, y compris Airbnb, etc. Oui. Développer un petit peu là-dessus, s'il vous plaît, merci. Voilà, alors, avant de parler de stratégie de réponse sur l'encadrement des loyers, ce que l'on évoque dans notre plateforme, c'est la possibilité d'expérimenter l'encadrement des loyers. C'est-à-dire que la loi ne donne pas au maire la possibilité d'encadrer les loyers, mais lui donne la possibilité d'expérimenter l'encadrement des loyers et sur certains quartiers. L'avantage de l'expérimentation, c'est que vous voyez si ça marche ou si ça ne marche pas. Si vous pensez que l'expérimentation vous permet de faire baisser les prix globaux du loyer, non seulement dans le quartier où c'est expérimenté, mais sur l'ensemble de la ville, ça veut dire que c'est une bonne mesure. Si vous réalisez que ça ne marche pas, l'expérimentation, il va falloir trouver d'autres solutions. Et d'autres solutions, nous on en préconise certaines. Jusqu'à présent, l'idéologie dominante de la mairie, dans beaucoup de villes, consistait à dire on va faire fonctionner la loi de l'offre. C'est-à-dire la loi de l'offre, ça veut dire que plus on construira et plus le prix des loyers automatiquement baissera. Bordeaux, on se rend compte qu'on a beaucoup construit ces dernières années et que le prix du foncier a beaucoup augmenté, donc le prix du logement, d'acquisition et les prix des loyers ont aussi considérablement augmenté. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorégulation. Ça veut dire qu'il faut que la mairie, en tant que telle, s'implique dans la politique du logement, et c'est en tout cas ce que nous proposons dans notre plateforme, en proposant la création d'un service public du logement, pour que la mairie définisse une politique du logement. Actuellement, ça devient de plus en plus difficile de se loger à Bordeaux. Beaucoup de gens se logent à la périphérie. Quand je parle d'engorgement de la rocade aussi tous les matins, pourquoi est-elle engorgée aussi? Parce que beaucoup de gens ne demanderaient pas mieux que d'habiter près de leur lieu de travail, et notamment dans la ville-centre, mais ils ne peuvent pas le faire parce que le prix des loyers est devenu considérable, et que si vous sortez de Bordeaux, et même de la métropole, vous aurez des loyers beaucoup plus attractifs. Donc, permettre aux gens de se loger, c'est aussi une façon de lutter contre la thrombose automobile. Donc, nous souhaitons que la ville s'implique dans cette politique du logement, avec, pour parler des logements des jeunes, des étudiants. Nous pensons que le premier adversaire du logement étudiant, c'est Airbnb. C'est-à-dire qu'Airbnb a retiré de la location traditionnelle, et notamment de la location étudiant, énormément de logements. Alors actuellement à Bordeaux, on a obtenu de la mairie que le phénomène Airbnb, enfin une location Airbnb, soit limité à 120 jours par an. 120 jours par an, c'est encore beaucoup. Nous, on propose, à l'instar de ce que va faire Paris, que cela passe à 90 jours, pour limiter les possibilités de location de ce type, et surtout, une fois que vous avez décrété la limitation des logements Airbnb, que la mairie se donne vraiment les moyens de contrôler. Actuellement, c'est limité à 120 jours, mais il y a peu de contrôle. Donc s'il y a peu de contrôle, ça veut dire que ça continue à proliférer. Donc une vraie politique de contrôle. Ce qu'on propose également pour du logement général, mais ça peut être aussi utile pour du logement étudiant, que la mairie
disposent de la propriété du foncier. Ce qui coûte cher aujourd'hui quand vous construisez dans Bordeaux. Et j'espère aussi que la métropole portera les mêmes couleurs pour vous aider aussi financièrement dans le programme. Oui. Alors ma question n'était pas là. Le 5 mars 2019, deux hommes sont à l'initiative du pacte du pouvoir du vivre, Laurent Berger, CFDT, et Nicolas Hulot. Oui. Avec 55 partenaires aujourd'hui, qui concernent des millions de personnes, qui portent la convergence d'enjeux écologiques, sociaux, démocratiques. Et bon, je n'ai pas lu les 107 pages, mais comme je ne l'avais pas vu dans votre programme LG, je voulais savoir si demain, dans vos décisions publiques, si vous êtes élu, vous participez à ce pacte de pouvoir de vivre. Oui, mais merci. Merci de votre question. C'est vrai qu'on ne l'a pas repris, mais moi je me souviens quand j'ai découvert la lecture de ce document, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Mais je veux vous rassurer, sachez que philosophiquement, moi on est tout à fait sur cette position-là, qui consiste à dire qu'on ne fera pas de transition écologique si on ne fait pas en même temps une transition solidaire. C'est-à-dire les deux vont de pair. Si c'est de l'écologie, je dirais de type environnemental, on va se planter. Si on fait de l'écologie solidaire, c'est-à-dire de l'écologie dans un souci de justice sociale, je pense que ça regroupe tout à fait l'esprit de ce pacte initié par Berger et Nicolas Hulot. Donc pour nous, les deux sont totalement indissociables. Donc si vous voulez, même si on n'a pas repris point par point, mais c'est plus des politiques nationales qui décrivent que des politiques municipales. Mais sachez qu'en ce qui concerne l'esprit de leur charte, on est à 100% en phase avec cette double préoccupation écologiste et sociale. Oui, ça correspond à notre point de vue. Oui, bonsoir. Zélie Belleville, petite question relative au financement. Ça n'a pas trop été évoqué et on ne le voit pas trop apparaître. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer avec les ambitions que vous avez. D'abord, quel est l'état des finances aujourd'hui au niveau municipal et deuxièmement, comment pouvoir financer un certain nombre de mesures qui sont assez coûteuses? Oui, alors, nous sommes d'abord favorables, nous l'avons dit, à rester à pression fiscale égale. C'est-à-dire on prend l'engagement de ne pas augmenter les impôts locaux qui, dans des villes comme Bordeaux, sont déjà très élevés. On est favorable à une politique de sobriété, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la ville ait une conception beaucoup plus sobre de ses interventions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, dans le domaine des transports que j'ai abordé tout à l'heure, je vous disais que le coût d'un kilomètre de tramway, ça coûte 20 millions d'euros. Il y a actuellement dans les cartons des projets de tramway qui consistent à aggraver notre système de tramway à l'étoile, c'est-à-dire on a déjà à Bordeaux Métropole le plus grand réseau de tramway de France. Le plus grand réseau de tramway de France, et on a encore certainement encore l'ambition de vouloir l'agrandir. Nous on dit non, on dit le tramway là où il fallait le faire, on l'a fait. On l'a fait en plus à une époque où l'État nous a beaucoup aidé à réaliser ces voies de tramway, maintenant c'est plus le cas. Le tramway, pour nous, on n'ira pas plus loin. Notamment, il y a un projet actuellement dans les cartons que la métropole a fait voter partiellement lors du dernier conseil de Bordeaux Métropole. Enfin, moi qui suis métropolitain, j'ai voté contre, mais c'est pas irréversible. Hein. Si on gagne la métropole, on pourra y mettre un terme, mais c'est le tramway vers Saint-Médard-en-Jalles qui va coûter quand même 95 millions d'euros sur le papier, c'est-à-dire au final, seulement 120 ou 130 millions d'euros. Donc celui-là, on l'arrêtera en disant, actuellement, ces types de communes comme Saint-Médard-en-Jalles sont des communes qui ont très peu de densité, donc qui ne méritent pas un transport en commun lourd et onéreux comme l'est le tramway. Donc déjà, si je vous cite cet exemple-là, ça veut dire qu'on fera rentrer dans l'escarcelle des finances métropolitaines au moins 100 millions d'euros. Quand je vous disais tout à l'heure que notre ambition, c'est de faire des pistes cyclables partout, c'est pour ça que je vous ai cité le chiffre de 80 000 euros du kilomètre de pistes cyclables. Vous voyez un peu le ratio. Je pense qu'avec ce type d'économie, on va pouvoir financer beaucoup de mobilité alternative à la voiture et au transport collectif onéreux qu'est le tramway. La ville de Bordeaux, vous m'interrogez sur l'endettement, la ville de Bordeaux ces dernières années a pu réduire son endettement parce qu'elle a, passez-moi l'expression, refilé à la métropole. Ce qu'on a appelé la mutualisation, ça a consisté beaucoup, la ville de Bordeaux, donner à la métropole un certain nombre d'endettement qu'elle assumait seule. Notamment, je vais en citer un qui me paraît très emblématique,
sur lequel je me bats depuis très longtemps, c'est le problème du grand stade Marmut. Le grand stade Marmut a été décidé par la ville de Bordeaux, peut-être de ce qui s'appelle un financement, un PPP, hein, public-privé. Ça coûte extrêmement cher à la commune. On s'est endetté pour 30 ans pour un stade qui est manifestement inadapté, qui est beaucoup trop grand. On l'avait construit pour l'Euro 2016, c'est-à-dire l'UEFA, avec à sa tête à l'époque Michel Platini, était venu persuader le maire de Bordeaux qu'il fallait à tout prix construire un stade à Bordeaux pour accueillir l'Euro 2016 et que notre stade Charon-Delmas était vétuste. Le maire de Bordeaux a été séduit par le raisonnement de Platini, donc a accepté de faire ce stade de 43 000 places pour accueillir l'Euro 2016. Il s'avère que c'est un outil qui est totalement surdimensionné par rapport aux capacités de mobilisation de notre équipe. Actuellement, la moyenne de fréquentation du grand stade Balbu, c'est 17 000 spectateurs par match, dans un stade de 43 000 places. Bon, par exemple, l'ambiance n'est pas terrible, enfin, moi j'y vais pas, mais on me dit que peu de spectateurs dans un grand stade, l'ambiance n'est pas géniale, il vaut mieux un petit stade archi-comble, et surtout, c'est financer un outil de travail qui est censé profiter au peuple girondin et qui est financé par la collectivité. Alors, moi j'ai une solution très pragmatique que je préconise depuis longtemps, c'est qu'on se débarrasse du stade Marmut, qu'on le vende. Alors qu'on le vende à qui? Aux Girondins. Alors ça suppose deux choses. La première, on casse ce PPP, hein, ce contrat de partenariat public-privé, avec notre partenaire contractuel, c'est la société, c'est le consortium Vinci et Fayat. On peut le rompre le contrat de PPP dans la mesure où actuellement il est même pour déficitaire. Donc je pense qu'il pourrait être intéressé par la rupture anticipée de ce contrat de partenariat de 30 ans. Et une fois qu'on aura réussi à casser ce contrat de partenariat, moi ce que je propose, c'est qu'on le vende au club du Girondin. Je pense qu'ils peuvent être intéressés. J'ai déjà quelques contacts, moi je ne suis pas très footeux, mais bon, j'ai quelques relations qui connaissent un peu le milieu du football, qui me disent que ça peut les intéresser, qu'eux peuvent davantage, s'ils sont propriétaires, ils peuvent davantage le rentabiliser, comme Lyon, propriétaire de son stade, et Lyon le rentabilise en le faisant vivre toute la journée, avec des tas de produits dérivés découlant de l'accueil des matchs de football et d'autres manifestations. Donc, non seulement on va se désendetter, mais on va faire rentrer de l'argent dans les finances municipales. Donc voilà, je vous cite là juste deux exemples très, très précis, très pragmatiques, mais aussi, on ne vous cache pas que nous on a l'intention, sitôt arrivé, de solliciter un audit extérieur, il faudra auditer les finances de la ville de Bordeaux, parce que même moi, en tant qu'élu d'opposition, je peux vous dire que je n'ai pas accès à tout, hein. Il y a des tas de choses qui restent peu transparentes pour beaucoup d'élus, et on fera l'audit, et je pense qu'il y a des tas de postes, notamment les postes de communication. J'ai l'impression que les Bordeaux communiquent, surcommuniquent. Il ne se passe pas de semaine sans qu'il n'y ait pas une brochure ceci, brochure cela. Je pense qu'au niveau de la communication, on peut prôner un peu plus de sobriété, et il y a des tas de budgets sur lesquels je pense qu'on peut récupérer des sommes qui sont actuellement inutilement englouties. Donc, à périmètre fiscal égal, je pense qu'on peut faire une politique beaucoup plus sobre et financer nos mesures. Quand je vous dis qu'elles sont pragmatiques et pas très onéreuses. Regardez la troisième voie de la rocade. Eux, ils sont partisans de faire une quatrième voie de la rocade, de faire un grand contournement autoroutier, etc. Ça, c'est des mesures chères. Nous, ce qu'on propose, ce sont des mesures pragmatiques et qui ne coûteront pas cher aux contribuables bordelais. Et en plus, on les fera faire des économies sur notre poste. Donc voilà, moi, je ne suis pas inquiet sur la façon dont on financera nos initiatives écologistes et climatiques sur Bordeaux. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir, monsieur Urmic. Bonsoir. Ma question, alors vous allez me dire que les questions qu'on vous a posées n'étaient pas dirigées vers ce sujet, mais j'ai pas l'impression de voir beaucoup d'aspects économiques et entrepreneuriaux dans votre développement, dans votre petit projet que j'ai sous la main. Donc ma question est très ouverte. Quelles sont, on va dire, vos perspectives et votre vision concernant le tissu économique municipal et de la région? Alors, plusieurs réponses. Si vous n'avez pas vu beaucoup de propositions économiques, c'est pour des raisons d'abord simples qui est d'ordre institutionnel, c'est que
depuis la loi NOTRe, les villes n'ont plus la compétence en matière de développement économique qui sont dévolues au conseil régional. C'est le conseil régional qui a la maîtrise de tous les développements économiques sur son territoire, mais qui a la possibilité de passer des partenariats avec les métropoles et avec les communes. Donc, pour moi, que l'initiative revient au conseil régional. Donc, les villes se sont faites dépouiller de cette compétence-là. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de rôle à jouer. Nous considérons qu'elles ont un rôle à jouer essentiellement au niveau de la mise à disposition du foncier. C'est-à-dire, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas s'installer, surtout nous on est très sensible au développement de l'économie sociale et solidaire, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas la possibilité d'installer aujourd'hui en ville, beaucoup d'artisans, voire même de commerçants, en raison de la cherté du foncier. Donc là, on a la possibilité d'avoir une maîtrise. Je vous citais tout à l'heure un certain nombre d'outils comme les offices fonciers solidaires, mais il y a la donne qui fait que la ville peut, pour attirer des entreprises sur son terrain, mettre à disposition des locaux à des prix moins chers que le prix actuel. Actuellement, c'est cher de se loger à Bordeaux, mais les baux commerciaux aussi sont extrêmement onéreux. Pour ça qu'on voit de plus en plus de chaînes, de plus en plus de magasins franchisés qui ont les freins solides, puisque c'est des réseaux nationaux, mais souvent pour des entreprises locales, notamment pour des commerces de bouche qu'il faut encourager en ville, ça devient très difficile de s'installer. Donc nous, c'est par ce biais-là, essentiellement, qu'on a l'intention d'aider au développement économique. Et également, on va aussi tout faire pour, via l'impôt, essayer d'encourager des entreprises locales qui feront de l'adaptation au changement climatique et de ce qu'on appelle les émissions zéro carbone une priorité. Nous avons l'outil fiscal, notamment ce qui s'appelle, alors ça c'est au niveau métropolitain, mais c'est pareil, la métropole perçoit ce qui s'appelle une contribution territoriale sur les entreprises qui sont installées sur son périmètre. Nous, ce que l'on prévoit, et c'est juridiquement possible, on prévoit des exonérations pour toutes les entreprises qui feront des efforts au niveau de leurs émissions de gaz à effet de serre, au niveau de leur contribution aux émissions zéro carbone dans les années qui viennent. Donc, on considère qu'il faut bien traiter et aider et accompagner les entreprises qui seront performantes sur ce sujet-là via la fiscalité. Et juridiquement, on a vérifié, c'est tout à fait possible. Et si vous voulez en savoir plus, il y a jeudi un débat, c'est jeudi ou mercredi, demain ou après-demain, un débat à la Chambre de commerce organisé entre les quatre principaux, organisé par la Chambre de commerce, le journal La Tribune, avec les quatre principaux candidats pour précisément débattre des orientations économiques. Voilà, mais je vous redis, là où on est un peu bridé, mais bon, il ne faut pas que ce soit qu'une excuse, parce que c'est la compétence régionale, mais nous, ce que l'on prévoit aussi, c'est de passer des pactes avec le conseil régional, parce qu'on a tout à fait la possibilité de coordonner ensemble des politiques, et voilà, donc on fera aussi un certain nombre de propositions un peu plus précises que celles que je vais vous faire, pour que le maire ne peut pas se désintéresser naturellement du développement économique sur son territoire. Bonjour, j'aimerais revenir sur une dimension un peu plus sociale. Bordeaux compte un certain nombre de quartiers prioritaires et j'aimerais savoir quelles sont les politiques en termes de cohésion sociale et d'égalité du territoire que vous souhaitez mettre en place pour ces quartiers prioritaires. Oui, on souhaite effectivement qu'il y ait un meilleur équilibre territorial. Cela passe par la politique de logement que l'on a évoquée tout à l'heure. On ne veut pas qu'il y ait des ghettos dans lesquels il y ait des quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux et d'autres où il n'y en a pas du tout. Donc nous, on a notamment prévu que désormais les constructions de logements sociaux en ville devraient être équilibrées entre tous les quartiers et essayer de rattraper le retard de certains quartiers de Bordeaux. Vous avez des quartiers dans Bordeaux dans lesquels vous avez à peine 10 à 12 logements sociaux, alors que sur la ville, ça doit être 25%, et par contre, vous en avez d'autres qui sont extrêmement chargés. Je pense aux Aubiers, je pense aux Grands Parcs, donc des quartiers qui sont trop spécialisés, entre guillemets, dans le logement social, et donc nous veillerons à ce qu'il y ait un meilleur équilibre dans les permis de construire pour qu'on exige des opérateurs et des promoteurs immobiliers qu'ils construisent en même temps davantage de logements sociaux dans leur programme. C'est tout à fait possible. Donc on a vraiment ce souci de mieux rééquilibrer le logement social, c'est le biais qui existe pour trouver un meilleur équilibre demain. Merci.
Bonsoir, monsieur Uric. Alors moi, je vais poser une question assez spéciale, dans le sens où ça va dépasser Bordeaux. Et ce que je voulais vous demander, c'est qu'aujourd'hui, moi j'appartiens à une génération qui est très très présente sur les réseaux sociaux, et qui voit l'arrivée d'une figure que vous connaissez tous sans doute, très vivante au demeurant, c'est Greta Thunberg. Donc j'apprécie son combat, mais est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que vous en pensez de Greta Thunberg? Est-ce que vous pensez que c'est ce genre d'action et de populisme vert, si je peux m'exprimer ainsi, qui va réussir à changer la donne pour nos générations et les générations du futur? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous mettez un terme péjoratif derrière ce populisme vert, mais oui, vous mettez un terme péjoratif. Moi, je suis plutôt... Moi, je trouve ça très bien que ce soit les jeunes qui tirent par la manche un peu ceux qui le sont moins, en disant le monde que vous êtes en train de saccager aujourd'hui, c'est notre monde de demain. Donc des initiatives comme celle que vous venez d'évoquer, moi je suis tout à fait sensible et tout à fait favorable. Et je note aussi, et ça va un peu dans le sens de cette interpellation de Greta Thunberg, moi je me suis rendu compte, après les élections européennes, des tas de gens de ma génération que je voyais, qui me disaient, mais tu sais, j'ai voté pour la première fois écologiste. Alors d'abord ça ne me faisait pas plaisir, parce que ça veut dire qu'il n'avait jamais voté pour moi dans le passé, alors j'ai été candidat, mais en même temps j'ai voté pour la première fois écologiste, parce que ce sont mes enfants qui m'ont tiré par la manche, qui m'ont dit, ouais papa, maman, il faut vraiment que tu votes écolo, maintenant nous on a ras-le-bol de cette vie que vous êtes en train de nous préparer. Donc je pense que le monde est en train de changer à partir des plus jeunes. C'est eux qui sont en train de faire changer le monde en réalisant que c'est leur monde qu'on est en train de construire. Et je trouve ça assez nouveau, et moi j'y suis assez sensible, et donc très favorable à l'émergence de personnalités comme celle que vous venez d'évoquer. Y a-t-il d'autres questions? Moi j'en avais une pour vous, monsieur Hardy. La question piège. Exactement. Non, justement, réponse sympathique. On a bien, donc on a abordé de nombreux sujets de votre programme. Je pense qu'on a bien compris votre programme. Et au-delà d'un programme, c'est aussi une personne qu'on est lié à Bordeaux. Et vous savez très bien que Bordeaux a été représenté par de figures importantes comme Chaban-Delmas, M. Juppé. Et moi j'aimerais en savoir un peu plus sur votre personnalité. Est-ce que vous êtes réveillé un matin en vous passionnant pour l'écologie? Comment ça vous est venu? Voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet, s'il vous plaît. Ouais, donc, merci pour votre question. Je ne me suis pas réveillé un matin, c'est un cheminement. Ceci dit, même dans les cheminements, il y a un matin, quoi. Moi j'ai pour habitude de dire que je préfère... plutôt que l'espoir des grands soirs, je préfère l'espoir du petit matin. Donc voilà, je suis assez sensible à votre image du matin. Moi, ce qui m'a éveillé sérieusement à l'écologie, c'est les bancs de la faculté, l'enseignement de quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Jacques Ellul, qui est l'un des pionniers de la pensée écologiste en France, qui était professeur à la fac de droit et à Sciences Po, et qui m'a, à une époque où je n'étais pas spécialement politisé, mais qui m'a vraiment éveillé, qui a éveillé vraiment ma conscience à la problématique écologiste, à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'écologistes, où on en parlait peu. Jacques Ellul, enfin vous regardez sur Wikipédia en partant où vous voulez, mais regardez Jacques Ellul, je pense que vous serez séduit par sa personnalité. C'était un intellectuel un peu austère, c'était un protestant, il avait des responsabilités nationales dans l'Église réformée de France, il était très engagé sur le terrain théologique, il a écrit des livres de théologie, mais il a écrit beaucoup de livres aussi sur l'écologie, sur l'emprise technicienne, et sa pensée m'a complètement façonné. Donc, le déclic, si vous voulez, ça a été l'enseignement, alors que j'ai cultivé depuis, parce que bon, j'ai connu ces 2 dernières années d'enseignement. Après, il est parti à la retraite, mais il a écrit de nombreux ouvrages que j'ai lus par la suite, et ça m'a beaucoup consolidé dans mes convictions écologistes. Il y a même temps, Jacques Ellul disait aux étudiants, il disait, si j'ai un conseil à vous donner, s'il y a des écologistes dans la salle, il savait qu'il n'y en avait pas beaucoup, il devait y en avoir 2 ou 3, mais il a dit, je vais leur donner un conseil, c'est de jamais faire de politique. Il disait qu'ils ne fassent pas de politique, parce que s'ils font de la politique, ils vont se banaliser, ils vont être broyés par le milieu politique. Lui-même avait fait un peu de politique à la Libération, il avait été pendant un an adjoint au maire de Bordeaux, donc pas très longtemps, il était sorti un peu dépité par cette expérience. Donc il déconseillait à ses étudiants de faire de la politique.
Donc j'ai été très fidèle à l'esprit de ses cours, mais j'étais très infidèle à son conseil consistant à dire de ne pas faire de politique. Mais voilà, donc c'est ça qui a été le phénomène déclenchant. Après, il y en a eu un deuxième, c'est que je m'étais fait une promesse, peut-être en raison de ce qu'avait dit Jacques Ellul, c'était d'attendre d'avoir une indépendance économique et professionnelle avant de faire de la politique. Je trouve qu'actuellement, les gens rentrent de plus en plus jeunes en politique, c'est-à-dire qu'ils deviennent très dépendants de la politique, très dépendants des partis politiques, très dépendants de leur mandat, parce que du jour au lendemain, s'ils perdent leur mandat, ils se retrouvent souvent sans métier, et c'est le cas de beaucoup de personnel politique actuellement. Donc, ça l'était déjà il y a quelques années, mais je vois que ça s'est un peu aggravé. Donc moi, je m'étais fait une promesse, c'est d'avoir un vrai métier, d'être indépendant et de faire la politique après. C'est ce que j'ai fait. Je n'étais pas bordelais, mais j'ai monté mon cabinet d'avocat à Bordeaux, et j'ai attendu que mon cabinet soit relativement prospère, en tout cas qu'il me donne une indépendance économique totale pour faire de la politique. En me disant, je cultiverai toujours cette indépendance, cette liberté, je peux claquer la porte du jour au lendemain, je ne me retrouverai pas à la rue. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important dans l'engagement politique. Je ne suis pas un professionnel de la politique, mais je suis un professionnel qui fait de la politique. Et je trouve ça très différent, et ça me donne, je vous promets, une vision très différente et très libre par rapport à la politique que n'ont pas beaucoup d'autres personnes, d'autres élus que je côtoie tous les jours, qui sont souvent l'expression est forte, mais elle est à peu près des mercenaires des partis politiques. Moi, j'ai toujours été indépendant, y compris vis-à-vis de mon parti politique. Quand j'avais pas envie de voter ce qui était dominant, je ne votais pas. En me disant, que s'ils me mettent à la porte, c'est pas grave, voilà, j'ai beaucoup de plans B. Et donc, cela m'a donné à la fois une indépendance et une détermination. Et je trouve que l'indépendance et la détermination sont vraiment deux qualités indispensables pour faire la politique. De la détermination, j'en ai eu en étant pendant des années élu d'opposition à la ville de Bordeaux, ce qui n'était pas facile, avec une personnalité comme Alain Juppé qui n'était pas facile. Hein. J'en connais qui sont fait élire pour la première fois comme moi en 1995 et qui n'ont pas supporté ce statut d'élu d'opposition. Moi, j'ai toujours été très déterminé en me disant peut-être qu'un jour, cette ville basculera. J'ai l'impression que ce jour va peut-être arriver dans 15 jours, mais donc cela m'a beaucoup conforté dans ma détermination, et je peux vous dire aussi, sans faire de confident, l'un des derniers conseils municipaux dans le Juppé, avec qui, bon, on avait entretenu parfois des relations conflictuelles, d'autres fois des relations qui étaient un peu meilleures, en tout cas toujours respectueuses, mais avant de partir, le Juppé m'a dit, écoutez, monsieur Yomi, je tiens à vous dire une chose, c'est que je rends hommage à votre opiniâtreté. Et j'ai trouvé ça que c'était vraiment un compliment. Je pense qu'il faut être, je ne sais pas si c'est mes origines passent, mais je vous promets que je suis quelqu'un d'opiniâtre, de déterminé, avec tous les défauts qui vont avec. Certains diraient un peu têtu, mais j'assume aussi le côté têtu. Mais je pense qu'en politique, il faut être déterminé. Et croyez-moi, je le suis, et je le serai encore plus demain. Très bien, merci monsieur. Merci beaucoup, monsieur Yomi, pour toute cette conférence très performante. Merci aussi au public, merci aussi à Cage et à Forum Events qui a participé à l'organisation de la conférence. Le prochain événement sera le Festival de Géoéconomie le 10 mars, où vous êtes tous conviés. Et merci encore. Et à une prochaine fois. C'est moi qui ai voulu vous remercier. C'est la première fois que je viens à Cage, donc j'étais très content. En passant devant, je voyais cet amphi qui débordait sur l'espace, mais je suis très content de connaître votre établissement. Je vous remercie pour la chaleur de votre accueil et ravi d'avoir participé à cet échange avec votre école. Merci. J'espère que je reviendrai, que vous m'inviterez de nouveau. Je n'ai pas été impoli. Donc j'espère vraiment revenir et merci beaucoup pour votre accueil en tout cas. Merci. Les questions intéressantes. Bonjour monsieur. Ah, mais